SCP-007-FR, cet endroit est dangereux. Classe, Euclide. Reclassification éventuelle enquêteur. SCP-007-FR est un lieu imaginaire commun à l'inconscient d'un nombre encore indéterminé d'êtres humains. Il prend la forme d'un océan apparemment infini, au centre duquel se trouve ce qu'il semble être un temple antique à l'architecture et à la symbolique d'origine mésopotamienne. Si SCP-007-FR apparaît dans l'inconscient d'un sujet, celui-ci est à partir de ce moment désigné comme étant SCP-007-FR1. L'objet ne semble infecter que les sujets ayant un imaginaire développé. Ceci étant difficile à définir, le choix a été fait de se référer au test de Renaud-Hoffman pour déterminer les possibilités de contagion. Le risque est extrêmement élevé, du fait que SCP-007-FR pousse SCP-007-FR1 à étendre l'infection à d'autres sujets en parlant, en le décrivant, ou par n'importe quel moyen que ce soit. Les chercheurs devront donc faire preuve de précaution lorsqu'ils interagiront avec un sujet infecté. SCP-007-FR1 accède à SCP-007-FR, soit dans ses rêves lors d'une période de sommeil paradoxal, soit lorsque le sujet de sa pensée dévie vers SCP-007-FR. Son imagination fonctionne alors normalement, et il peut donc potentiellement y faire tout ce qu'il veut. Cependant, les rapports d'exploration sous hypnose décrivent une intense curiosité à propos de ce qui se trouve à l'intérieur de la construction. La plupart des sujets montreront donc ce qu'ils décrivent comme étant des escaliers trempés et glissants, qui mènent jusqu'en haut du temple, et entreront par une ouverture circulaire. SCP-007-FR1 sera alors le témoin d'une scène, ici désignée sous le nom de SCP-007-FR2. Le déroulement de cette scène est actuellement inconnu, principalement à cause des effets qu'elle a sur SCP-007-FR1. Il est à noter qu'elle se déroule dans l'imagination de SCP-007-FR1, et peut donc être interrompue par une intervention extérieure. Cependant, pendant toute la durée de la scène, le sujet ne semble pas être capable de mouvoir son corps réel. Dans 100% des cas, SCP-007-FR1 se mettra à crier. Des bribes de phrases cohérentes montrant l'existence de SCP-007-FR2 ont pu être enregistrées. À partir du moment où SCP-007-FR2 commence, SCP-007-FR1 ne peut plus faire dévier son imagination ou son rêve par sa seule volonté, d'où la nécessité d'une intervention extérieure. Si SCP-007-FR2 n'est pas interrompu et se déroule dans son entièreté dans l'imagination de SCP-007-FR1, celui-ci adoptera alors un comportement hautement suicidaire. Il suivra cependant une procédure très précise, semblable à celle utilisée dans le cadre de sacrifices dans les cultures antiques, voire addendum. La procédure se déroule ainsi dans 98% des cas. Le sujet endommage violemment son ou ses poignets, il récolte son sang et l'utilise pour tracer autour de lui des symboles semblables aux alphabets cunéiformes antiques. Il module son cri pour produire une phrase dans une langue encore non identifiée. Il se suicide soit par égorgement, soit par éventration, soit par destruction du cœur, soit par arrêt violent des fonctions cérébrales, soit par décapitation, dépendamment du matériel à disposition. Il n'exprimera aucune volonté d'interagir avec son environnement autrement que par la violence, et restera imperméable à toute tentative de discussion ou de raisonnement. L'utilisation d'un amnésique de classe A est à ce jour le seul moyen fonctionnel à 100% pour effacer SCP-007-FR de l'inconscient de SCP-007-FR1. Lorsqu'ils sont interrogés après coup, les survivants déclareront ne pas savoir comment ni quand ils ont imaginé pour la première fois SCP-007-FR, et être persuadés d'en être les créateurs. Du fait de sa nature, il est actuellement impossible de mettre en place des mesures de confinement efficaces à 100% pour SCP-007-FR. Les seules consignes sont donc pour l'instant de restreindre l'accès aux données sur SCP-007-FR, de distribuer des amnésiques de classe A à toute personne étant entrée en contact prolongé avec une instance de SCP-007-FR2, de suivre la procédure de couverture Morphée au cas où les forces de police enquêteraient sur une instance de SCP-007-FR1. Addendum, rapport de découverte, le premier événement lié à SCP-007-FR consigné dans les archives de la Fondation fut le suicide rituel en 1900 de 3 élèves du lycée France. Certains de leurs camarades, dont
racontèrent aux enquêteurs que les victimes passaient leur temps libre à écrire à propos d'un lieu qu'ils avaient imaginé. Cet événement ne fut pas classé. Cependant, il attira à nouveau l'attention des enquêteurs de la Fondation lorsque et furent retrouvés morts dans les mêmes circonstances que leurs camarades. L'étude de leurs affaires personnelles, et plus particulièrement du journal intime permit d'établir un lien entre le lieu imaginaire et le suicide rituel des victimes. Une étude approfondie des médias a permis de relever d'autres cas plus anciens de SCP-007-FR, le plus notable étant le suicide à Russie en 1802. Écrivain de fiction connu pour son attrait pour les religions jugées païennes selon les mœurs de l'époque. L'affaire fut relayée par plusieurs journaux locaux, mettant principalement en avant le fait que les murs de l'appartement de l'écrivain étaient couverts d'inscriptions disant « Ne surtout pas y penser » ou « Pense à autre chose », traduit du russe et du français. Rapport d'exploration 007-FR-1. Dans le cadre des recherches sur SCP-007-FR, le docteur, superviseur des recherches, organisa une séance d'hypnose sur des 789 416, infectés par l'objet. Personnel impliqué, R1, Dr Zovjek, R2, Dr, présent par vidéoconférence, P1, Professeur Van Heurtan, chargé de l'hypnose, 1, Agent Dessen, chargé de la sécurité, D1, D789 416, sujet de l'expérience, D2, D514 563, assistante médicale. Enregistrement audio, dialogue non pertinent supprimé, R2, c'est bon, vous pouvez y aller. R1, P1, A1 et D2 mettent leur équipement de protection. D1 est soumis à un agent mémétique de classe F321. D1 est maintenant en état de transe hypnotique. D2, signaux vitaux faibles mais stables. Il est OK. P1, D789 416. Je suis le professeur Van Heurtan. M'entendez-vous? D1, pas de réponse. P1, D789 416. M'entendez-vous? D1, je crois. P1, très bien. Concentrez-vous sur ma voix. Ne vous laissez distraire par rien d'autre. Pouvez-vous me dire où vous êtes? D1, nulle part. Il fait tout noir ici, je suis où? Vous êtes où? P1, ce n'est pas important. Nous avons besoin que vous restiez concentré. Pouvez-vous le faire? D1, oui. P1, très bien. Vous vous souvenez de cet endroit dont vous nous avez parlé? Cette pyramide, au beau milieu de l'océan? D1, pas de réponse. P1, D789 416, concentrez-vous sur ma voix. D1, oui, je m'en souviens. Cette espèce de temples arbres. P1, très bien. Concentrez-vous dessus. Où êtes-vous maintenant? D1, j'y suis. R1, parfait. P1, décrivez-nous votre environnement. D1, c'est un genre de vieille bâtisse. Très vieille, très grande en pierre. Je suis au milieu d'une sorte de terrasse en pierre, juste devant. Il y a des genres de statues. C'est flou, mais on dirait des vaches, ou des taureaux, et des serpents. En fait, plus de serpents, c'est plutôt flippant, c'est fini. Je peux retourner dans ma cellule maintenant? À ce moment, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale de D1 accélèrent brutalement. P1, D514 563, administrez-lui un calmant. Pause supprimée du fichier, P1, D789 416, vous m'entendez? Le sujet reste silencieux pendant 21 secondes. D1, oui, je vous entends. P1, où êtes-vous? D1, je suis toujours devant le temple bizarre. P1, parfait. Avancez-vous et veuillez regarder son sommet, s'il vous plaît. D1, pourquoi? OK. On dirait qu'il y a une sorte de voûte, avec une porte. Je me demande où ça mène. R2, professeur, vérifiez à propos de la curiosité. P1, nous en avons fini, D789 416. Vous pouvez revenir au début de la terrasse. D1, attendez, je vais monter en haut, il y a des escaliers, juste pour jeter un coup d'œil. R2, super. R1, dites-lui de continuer. P1, très bien. Montez les escaliers et allez jeter un coup d'œil. Maintenez le contact vocal avec moi. Le sujet ne dit rien pendant 2 minutes et 27 secondes.
D1, putain, c'est plus haut que ce que j'imaginais. Le sujet ne dit rien durant 1 minute et 3 secondes. D1, c'est bon, je suis en haut. P1, très bien. Décrivez-moi votre environnement. D1, bah, c'est le sommet du temple, c'est haut, c'est plat, on voit l'océan super loin, il y a plein de nuages dans le ciel, sinon devant moi il y a une sorte d'entrée, entourée par des colonnes en pierre. Je descends voir. P1, docteur. R1, qu'il continue. P1, ok, descendez. D1, il fait très sombre. Il y a des espèces de lanternes, mais qui éclairent pas beaucoup, les murs sont couverts de gravures, j'arrive pas à distinguer ce que ça représente. P1, continuez. D1, je suis sur un escalier en colimaçon. C'est couvert de mousse assez glissante. À ce moment-là, le corps physique de D789 416 sursaute violemment. R1, qu'est-ce qui se passe? P1, D514 563, vérifiez ces constantes. D2, aucun changement, professeur. R2, qu'est-ce vous foutez? D1, j'ai trébuché. R1, putain, P1, ce n'est pas grave. Continuez. D1, j'entends des voix. C'est assez faible, ça vient d'en bas. J'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Ça me fait flipper. P1, continuez quand même. D1, vous êtes sûr? P1, oui. Pour le bien de notre pays, nous avons besoin de connaître l'origine de la voix. D1, pas de réponse. P1, D789 416. D1, je continue de descendre. Le sujet ne dit rien durant 9 minutes et 48 secondes. D1, j'ai l'impression d'être en dessous du niveau de la mer. P1, du nouveau? D1, oui. J'arrive dans une sorte de grande pièce circulaire. Il y a une table en pierre au milieu, avec des types encapuchonnés autour. Le sol est tracé de canaux remplis d'un espèce de liquide rouge brillant. Il y a un truc sur la table. J'arrive pas à voir ce que c'est. Je m'approche. P1, ne prenez aucun risque inutile. D1, on dirait, moi? À ce moment-là, D789 416 émet un cri, identifié plus tard comme étant un appel à l'aide. Des mots comme le couteau, il enlève ça, donné incompréhensible, et mes tripes ont pu être reconnues. D789 416 semble sortir de sa transe. Ses yeux sont révulsés et il respire bruyamment. R1, oh putain. Il y a un problème. R2, qu'est-ce qui se passe? 1, virez de là, prof. D789 416 se lève, s'agenouille brusquement et commence à frapper violemment le sol de ses poings. L'agent Desson essaye de le ceinturer, mais D789 416 le frappe à la tête à l'aide de son propre front. Le personnel de recherche évacue la salle et la sécurité est alertée. D789 416 se saisit de l'arme de service de l'agent Desson et tire dans son propre poignet. Il trace à l'aide de son sang un cercle autour de lui ainsi que des symboles encore non identifiés, apparemment proches des alphabets mésopotamiens anciens. Tout en continuant de hurler, il se suicide en tirant une balle dans sa tempe. Résultat, malgré la perte de D789 416 et la blessure de l'agent Desson, les résultats sont plutôt positifs. Nous avons pu nous faire une idée précise de la topographie de SCP-007-FR, ainsi que de ses effets. Des amnésiques de classe A ont été distribuées aux personnes en présence. Analyse. Nous savons maintenant ce qui provoque la mort de SCP-007-FR1. La scène dont il est témoin doit être extrêmement traumatisante, à un point difficile à imaginer. Elle semble être capable de reconfigurer l'esprit de SCP-007-FR1, d'y imprimer un irrépressible désir suicidaire. Je mets le rapport en accès restreint. Pas besoin de victimes parmi le personnel. Ce sont les symboles qui m'inquiètent, je suis sûr qu'ils veulent dire quelque chose, je réquisitionne l'équipe de recherche archéologique Alpha 119. Adinda 007 FR-3, essai de traduction. Voici ce qu'on a pu traduire pour le moment. Je demande une reclassification Keter. Demande refusée. Nous étudierons cette éventualité uniquement dans le cas où l'étendue de l'infection venait à augmenter drastiquement.